Écoute bien ça. Est-ce que être différent est un avantage pour toi ou un inconvénient dans ta vie professionnelle? On va essayer de répondre à ça avec Cécile Flora qui est à côté de moi. Salut Cécile, est-ce que tu veux bien rapidement te présenter en quelques mots pour dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais? Hello tout le monde, donc je m'appelle Cécile Flora, je suis coach, j'ai 32 ans et je suis différente. Génial. Et comme tu dis, le terme que tu utilises habituellement, c'est neuroatypique. Ouais, neuroatypique c'est une nouvelle appellation pour définir les hauts potentiels ou les zèbres. Et finalement, pour résumer, c'est les gens qui ont une pensée plutôt en arborescence. Ok, donc penser en arborescence, c'est on peut faire la différence avec des gens qui ont quoi alors? Une pensée plutôt linéaire. Linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir tendance à avoir un raisonnement qui va être assez logique. Une idée en donnant une autre idée qui est la conséquence de la conséquence, etc. Alors que les gens qui ont une pensée en arborescence, c'est des gens qui ont tendance à utiliser aussi, on pourrait dire, ce qu'on appelle aussi l'hémisphère droit cérébral, c'est-à-dire plus intuitif, qui ont une pensée un peu plus holistique, c'est-à-dire plus globale, et qui vont faire des liens entre les choses. Et finalement, dans leur tête, c'est comme un mind mapping. Il y a une idée qui va générer une autre idée, qui va générer une autre idée, et ainsi de suite. Et ils vont faire des liens improbables entre les choses. Qui donc pour un spécifique il va se dire mais en fait d'où ça sort, c'est trop bizarre, je comprends pas le lien qu'il fait, et finalement si on est entre arborescents ça fait complètement sens. Voilà, c'est vraiment l'idée du mind mapping. Alors pourquoi on te dit ça et pourquoi on vient vers toi avec cette idée-là? Parce qu'effectivement en ce moment il y a beaucoup de gens qui parlent de cette différence-là, on parle de haut potentiel, de multipotentiel, de neuroatypique, de zèbre, de gens différents, et en fait l'idée c'est que nous, quand on était plus jeune, on souffrait un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on avait un peu des difficultés avec cette différence de fonctionnement, parce que dans l'environnement dans lequel on se trouvait, on n'arrivait pas justement forcément à se trouver, c'est-à-dire à sentir qu'on était conforme à la pensée des autres, au mode de fonctionnement qu'on nous proposait. Alors moi c'était à l'école, l'école typiquement j'étais atypique, c'est-à-dire que je ne comprenais pas trop ce qu'on me proposait, j'avais besoin de sens, c'était difficile pour moi de me conformer à ce qu'on me demandait, de me conformer à des règles qu'on m'expliquait pas. Dans ma famille c'était un petit peu pareil, il y avait la pensée, c'était un peu les choses elles sont comme ça, c'est la règle, c'est la tradition, c'est tous ces trucs, et moi ça me parlait pas. Et du coup je me suis senti, en fait très jeune, je me suis senti différent, mais au lieu de voir ça comme un avantage à l'époque, je voyais ça plutôt comme un complexe, c'est-à-dire que pour moi j'étais complexé, et je me disais en fait je fonctionne pas comme la majorité des gens que je vois autour de moi, et donc j'ai un problème. Oui, parce que finalement, les neuroatypiques représentent 2% de la population. Donc a priori, dans une classe, s'il y en a 3 ou 4, c'est le bout du monde. Donc tu représentes effectivement pas la majorité. Et notamment là, on commence à en parler, mais c'est pas quelque chose qui est abordé à l'école, ou en tout cas ça commence, mais très peu, et encore moins en entreprise. Et donc, alors toi justement, si on va sur le terrain de toi, comment tu as vécu cette... si je refais une petite historique, une petite biographie, comment tu as vécu ta différence? Finalement, en fait, en entreprise, moi, je l'ai très bien vécu tant que j'ai été avec un manager qui, a priori, selon moi, était aussi neuroatypique et arrivait à comprendre. C'est-à-dire que j'arrivais toujours dans son bureau et je lui disais, en fait, c'est très clair dans ma tête, mais j'arrive pas à te l'exprimer. Et finalement, il me disait, donne-moi tes idées. Et lui, il arrivait à en faire la synthèse parce que finalement, il était en arborescence aussi. On arrivait avec nos deux arborescences à communiquer. Et finalement, il avait compris que je rentrais pas dans une case. J'avais besoin que tous les mois de faire un point avec lui. Le boulot fallait qu'il soit fait, mais il m'imposait pas une manière de faire, parce qu'il avait compris que finalement, il y avait pas forcément j'avais pas besoin de règles ou de procédés ou de processus ou de directives. L'idée pour lui, c'était que le travail soit fait. Moi, ça me convenait et c'était très bien. Après, c'est vrai que c'est une chance d'être tombé sur quelqu'un comme ça avec qui ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai pas ressenti ma différence tout de suite. En revanche, quand je suis tombée sur un manager qui était, on va dire, plutôt linéaire et de type normal, ça a été très compliqué puisqu'il a fallu que je me conforme à des règles, à des procédures, à des directives. Et finalement, pour moi, ça a été très compliqué parce que j'ai été en suradaptation. Et donc, j'ai dû me suradapter pour essayer de coller à un modèle. Et finalement, c'était ça marche un temps, ça marche 2-3 mois. Et finalement, en fait, à force de suradapter, ce qui se passe, c'est que tu perds complètement le sens, tu perds complètement ta nature, tu t'essaies de te conformer à quelque chose qui est pas toi. Et au bout d'un moment, ça coince, ça grince et ça marche plus.
Et finalement, il y a de l'auto-sabotage qui se met en route parce que tu essaies de te conformer à quelque chose que tu sais pas faire, en essayant de bien faire parce que le neuroatypique, il a un niveau d'exigence envers lui-même qui est quand même assez élevé. Et finalement, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui finissent souvent en burn-out ou en épuisement professionnel parce qu'ils n'arrivent pas à coller à ce qu'on leur demande. Ok, donc toi, Cécile, là, tu me parles un petit peu des problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise et on pourrait dire des différences avec le management, etc. Et justement, avec tes parents, parce que finalement, les parents, c'est un peu comme une forme aussi de manager, tu as un cadre familial, tu as un système de pensée familial, tu as un système de valeurs familial, tu as un système de croyances. Bon, en gros, quand on grandit dans une famille, il y a les choses qui correspondent à l'état d'esprit familial et puis il y a des choses qui correspondent pas. Toi, comment tu te sentais vis-à-vis de... Quand tu étais jeune, comment tu te sentais justement dans ta famille par rapport aux autres? Alors dans ma famille, super bien parce que j'étais fille unique et que ma mère m'a permis d'être complètement authentique. C'est-à-dire que elle m'a encouragée à être moi. Elle m'a encouragée à expérimenter la joie d'être moi-même. Et elle m'a tout le temps encouragée à mettre en avant mes talents et en tout cas à travailler un petit peu sur mes points faibles. Et elle m'a tout le temps encouragée. Donc sur le domaine familial, j'ai eu énormément de chance. En revanche, sur le domaine scolaire, effectivement, comme pas mal de neuroatypiques, je me suis sentie complètement en décalage avec ce soit avec les gens de ma classe ou avec ce qu'on me demandait. Et ça a été un calvaire du début à la fin de se sentir complètement inadapté dans un système scolaire finalement. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que pour l'instant, d'après ce que nous on a vécu, c'est-à-dire que moi c'est un peu pareil, dans le système scolaire, j'avais du mal à trouver mon chemin parce qu'en fait j'avais plein de capacités. Je pouvais être à la fois créatif et j'aimais la philosophie, j'aimais la psychologie, mais en même temps j'aimais les choses qui étaient manuelles, j'aimais les choses qui étaient physiques. Enfin, il y a une espèce comme ça de capacité un peu multipotentielle à pouvoir s'adapter à plein de choses et donc à avoir une difficulté à se définir. Donc s'il y a quelque chose qui peut te permettre de vraiment être plus heureux dans ta vie, en fait d'accéder à un certain niveau d'épanouissement et de satisfaction dans ta vie, c'est le fait de te réaliser, une véritable réalisation de soi, c'est-à-dire vraiment te réaliser en fonction de qui tu es. Et parfois les cadres dans lesquels tu te trouves ne te correspondent pas, et du coup tu essayes de te travestir, tu essayes de te changer, tu te suradaptes, tu peux même aller parfois jusqu'au burn-out ou ce genre de choses parce que tu te sens différent et que comme tu n'assumes pas ta différence et que tu n'en fais pas quelque chose, et automatiquement tu essayes d'être quelqu'un d'autre ou de faire plaisir à des gens qui te demandent d'être comme ils veulent. Pour avoir de l'approbation, pour avoir de la valorisation, pour avoir de la reconnaissance. Et ça peut être une grave erreur parce que tu risques de passer à côté de qui tu es et à côté de la joie d'être soi. La joie d'être soi, la véritable joie d'être soi. Et donc comment on fait pour arriver à véritablement se réaliser? Ça passe par la connaissance de soi. Et Cécile Flora est pas mal spécialisée dans cette dynamique de la connaissance de soi parce qu'elle a beaucoup étudié une discipline, entre autres, parce que tu as étudié aussi la PNL, tu as étudié pas mal de choses, mais entre autres une discipline qui s'appelle l'énéagramme, qui est une discipline qui permet de découvrir les dynamiques de personnalité des gens. Et donc, toi, en quoi ça t'a aidé, d'une certaine façon, de travailler sur la connaissance de toi pour arriver à réorienter peut-être ta façon d'être au niveau professionnel? Et est-ce que tu fais? Finalement, de connaître comment je fonctionnais ou de savoir quels étaient mes leviers de motivation, quelles étaient mes forces, quels étaient finalement vraiment mes talents naturels, mes dons ou peu importe comment on l'appelle, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, quand en entreprise j'étais contrainte et forcée d'accepter de faire telle mission pendant 4 mois qui était complètement démotivante, j'ai compris pourquoi finalement je faisais une sorte d'auto-sabotage où j'étais démotivée, j'étais pas intéressée, j'étais pas ceci, j'étais pas cela, et de me dire ouais au fait moi ce qui me motive c'est ça. Par contre ce qui te motive c'est pas forcément disponible là maintenant dans l'entreprise, c'est pas forcément la mission qu'on peut te proposer. Voilà, il y a quand même des règles, des cadres à respecter, tu peux pas changer de poste comme ça comme bon te semble, tout n'est pas possible. Et je me suis dit un jour, purée, maintenant que je me connais, si je mets toutes ces compétences et ces points forts au service de ma propre structure et de mon entreprise, mais je vais tout exploser. Donc je me suis posé la question, ok, maintenant c'est quoi ma mission de vie une fois que je me connais et que finalement c'est difficilement compatible avec le monde de l'entreprise parce que il y a des règles, il y a une structure, il y a des obligations que je comprends. Par contre, pour moi, c'est pas ok et ma personnalité va pas être viable longtemps dans le monde de l'entreprise. Donc finalement, la connaissance de moi-même m'a permis de me rendre compte que j'avais les capacités d'être indépendante, j'avais le dynamisme, l'énergie, le côté entrepreneur, visionnaire, pour faire quelque chose de mes propres mains. Donc te connaître, c'est connaître tes moteurs, connaître tes leviers de motivation,
connaître, quand je dis les moteurs et les motivations, c'est un petit peu la même chose. C'est en lien avec un système de valeurs, c'est en lien avec un système de croyances, c'est un lien avec un système, on pourrait dire, d'indicateurs émotionnels qui te donnent des informations sur ce qui est bon pour toi, sur ce qui n'est pas bon pour toi. C'est une intelligence du corps, c'est une intelligence du cœur, c'est aussi écouter son intuition. C'est tout un tas de choses à mettre en lumière, à conscientiser de soi, de qui je suis, et qui va permettre de sentir aussi à l'intérieur de soi qu'il y a une espèce de force, une espèce de conviction profonde de ce que je suis, et d'une certaine façon bon, favorable, bénéfique pour quelque chose que je voudrais faire. Alors, ça peut parfois se passer dans le cadre de l'entreprise, et tu peux peut-être développer des compétences, des qualités relationnelles qui vont te permettre dans l'entreprise et dans le cadre de l'entreprise de te développer, de monter les échelons, peut-être même de créer des nouveaux services, de proposer des nouvelles choses. Ou alors, par exemple, toi, dans ton cas, tu étais dans un système bancaire, tu étais aux ressources humaines, tu croyais pouvoir apporter dans ce système-là justement des valeurs humaines, d'être dans une forme d'altruisme, d'empathie, et finalement tu t'es aperçu, a priori c'était pas dans ce cadre-là que tu allais pouvoir être toi-même et exercer ce qui te mettait vraiment en joie. Exactement, en fait finalement tu peux exercer quelque chose qui est, enfin ta mission au travail elle peut être en lien avec tes valeurs. En revanche, si l'entreprise que tu sers n'a pas le même système de valeurs que toi, il y a un moment donné où ça va coincer. Et puis de toute façon, à un moment donné, on va vite te le faire comprendre que tu déranges, que ta différence dérange. Non, mais en fait, il faudrait être un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça. Et finalement, vu que je vais simplifier, mais t'as peur de perdre ton travail parce que finalement t'as besoin de ce salaire pour payer tes factures, tu t'y réadaptes. Mais sauf que ça dure qu'un temps. Et c'est comme ça qu'on finit en alerte de niveau 1 sur adaptation et ainsi de suite jusqu'au burn-out. Et pour revenir au thème de début sur les neuroatypiques, c'est quand même les candidats favoris pour le burn-out. Donc c'est important d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est et en fait c'est pas pourquoi on est fait. Et pourquoi on est fait. Voilà. Et finalement, en fait, c'est pas la question, c'est pas de tous devenir entrepreneurs et de tout envoyer balader pour faire monter sa propre structure. C'est tout à fait compatible de le faire en entreprise. Juste l'idée, c'est aussi de pouvoir aller voir son manager en disant voilà ce qui m'anime, voilà ce que j'aime faire, voilà ce qui me motive, et aussi de pouvoir communiquer sur sa carte du monde, sur son mode d'emploi et sur il y a plein de gens en fait qui finalement se connaissent pas, donc savent pas non plus ce qu'ils peuvent demander ou pas demander puisqu'ils se connaissent pas. Mais l'idée, c'est pas forcément de quitter le monde de l'entreprise. Ou alors ce qu'ils sont, ou ce qu'ils croient être, ou ce qu'ils pensent d'eux, ils pensent que c'est pas bien. Ils pensent que c'est pas adapté, ils pensent que c'est pas normal qu'ils aient des idées, ils se sentent rebelles, ils se sentent non conformes, ils se sentent voilà. Et donc c'est un peu ça la problématique, parce qu'en réalité, vous avez des qualités, vous êtes fait pour pouvoir vous intégrer, pour pouvoir apporter une contribution, pour pouvoir, je dirais, apporter votre propre couleur dans un peu comme un quelqu'un qui jouerait d'un instrument particulier dans un orchestre. L'idée, c'est de trouver le bon orchestre, tout simplement. Et effectivement, parfois, vous forcez, vous persistez et vous signez dans une entreprise, dans un cadre, dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez l'impression toute votre vie de manquer d'estime de vous, d'avoir du mal à vous affirmer, de manquer de confiance, parce que c'est juste pas le bon environnement. Donc, on dit, comme on disait tout à l'heure, on dit pas, devenez comme nous, entrepreneurs. Nous, on a choisi les métiers de l'accompagnement parce que ça faisait partie de notre fibre intérieure. Moi, j'adorais accompagner, j'adore soutenir les gens, j'adore aider, guider, éclairer, libérer. Enfin, sont toutes des choses délivrer. Et donc, du coup, sont toutes des choses qui me parlent. Donc ça correspond à ma nature, ça correspond à ma façon de fonctionner. Donc, moi, j'ai trouvé cette voie de l'accompagnement humain, cette voie de la réalisation de soi et dans laquelle justement maintenant j'accompagne les gens à se réaliser, à se trouver et à se réaliser. Cécile est dans quelque chose qui est de l'ordre, en tout cas actuellement, est très sensibilisée à cette notion de connaissance de soi. Évidemment que de se réaliser, ça commence par se connaître. Exactement. Finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en entreprise, il y a énormément de gens qui vont finalement écouter et acheter ce que le manager, les collègues, le directeur va leur faire comme retour. Alors le fameux entretien annuel où le coup près va tomber avec vous avez réussi ou pas les objectifs et donc est-ce que vous êtes conformé ou pas à ce qu'on attend de vous. Et donc finalement il y a toujours cette espèce de coup près financier avec si j'ai bien fait du coup je vais avoir cette prime ou cette augmentation et si j'ai mal fait je vais pas avoir ceci ou cela, ou alors des fois c'est même sous forme d'étoiles ou de notation, de système de notation. Donc en fait on a envie de se conformer pour bien faire et de répondre à ce qu'on attend, à ce que le manager attend. Et
Bah finalement, ce qui est hyper intéressant, c'est de se connaître et puis d'arriver. Alors moi, je viens du monde des RH, mais ce que j'invite les gens à faire, c'est d'arriver avec une proposition en disant, voilà, bah en fait finalement, peut-être que vous me connaissez pas, mais moi, mes talents, ce qui me fait vibrer, ce que j'adore et ce que je peux amener comme contribution à l'entreprise, c'est ça. Finalement, je suis quelqu'un de visionnaire ou alors je suis quelqu'un d'hyper structuré. Ce que je propose, c'est de refaire toutes les procédures, toutes les directives ou tiens, finalement, même 2 heures par semaine, moi j'aimerais bien travailler sur ce projet-là parce qu'il me semble dans l'entreprise ça pourrait être intéressant. Et venez avec des propositions auprès de votre manager, de votre chef et arrivez pas comme ça en entretien, même en entretien d'embauche, comme on va dire en mode soumission, enfin pas soumission, mais dans l'idée de subir l'entretien. C'est aussi venez avec une proposition, mais pour venir avec une proposition avec ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, et c'est très apprécié la plupart du temps, c'est de dire ok, si je me connais et que je sais ce qui m'intéresse vraiment, bah, j'arrive en disant bah tiens, moi je peux apporter ça et je sais faire ça. Et finalement ton manager, si tu lui as jamais dit, c'est pas Madame Irma, il est pas censé savoir non plus parce qu'il n'a pas forcément soit le temps, le loisir ou la connaissance ou voilà d'avoir, il n'a pas forcément le temps d'aller parler à tous les employés et de prendre le temps de les connaître. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est même à l'entretien d'embauche ou aux entretiens annuels, d'arriver avec des propositions de voilà ce que moi j'aimerais apporter comme contribution à l'entreprise et ce qui rendrait bah, finalement le quotidien de mes collègues ou du service ou de la structure plus agréable, plus ceci, plus cela. Donc, conclusion, résultat des cours. Si jamais tu trouves pas ce que tu as à proposer, c'est que tu te connais mal. Donc, il y a déjà un vrai travail de connaissance de toi à faire. Et pour ça, Cécile a des outils, on a des outils, on peut vous accompagner là-dedans, dans cette idée de mieux savoir qui vous êtes, de mieux savoir quelles sont vos connaissances, vos compétences, vos zones d'excellence, et donc de pouvoir à un moment donné faire des propositions. Si jamais ces propositions, si jamais cette forme d'affirmation de vous, cette assertivité ne rencontre pas d'écho favorable, ça veut peut-être dire à un moment donné que vous n'êtes pas forcément au bon endroit pour vous épanouir. Exactement. Et comme j'ai tendance à dire, moi j'avais le sentiment quand j'étais plus jeune d'avoir l'impression d'être une orchidée dans un champ de chardon et comme on sait les chardons quand ça pousse quelque part ça épuise tout le système, donc il peut y avoir que des chardons qui poussent dans cet endroit. Donc moi en tant que petite orchidée je me disais là moi je vais manquer d'air, je vais manquer de nutriments, je vais manquer de lumière, je vais manquer de tout ce qu'il faut pour pouvoir m'épanouir. Donc il a fallu que je prenne mes petites racines et que je me barre de l'environnement dans lequel j'étais, qui était le monde de l'entreprise, de la grande distribution, de la vente, du commerce, et tous ces milieux dans lesquels je me retrouvais pas en termes de valeur, je me retrouvais pas en termes de sens, je me retrouvais pas en termes d'essence. C'est vraiment pas mon truc, ma place. Et le truc, c'est qu'au départ, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Et quand j'ai découvert le développement humain, l'accompagnement, le coaching, la formation, tous ces outils comme la PNL, l'hypnose et tous ces outils de transformation, là, j'ai dit waouh, mais ça c'est mon truc, mais ça me fait vibrer, ça me passionne. Et donc, je me suis autorisé, je me suis donné l'autorisation d'y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce milieu de l'enseignement, de l'accompagnement, tout ce que je faisais avant dans certains cadres et qui posait problème, d'un coup, là, c'était des avantages. C'était ce qu'on me demandait. On me demandait de beaucoup parler, on me demandait d'être créatif, on me demande d'aller chercher des informations à droite à gauche, que ce soit dans les sciences, les neurosciences, la psychologie, tous ces trucs, et d'en faire des synthèses et de faire des propositions pour que ça vous facilite la compréhension, que ça vous facilite la transformation. Et ça, en fait, c'est toujours ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Mais dans certains contextes, ça emmerdait le monde. J'étais pénible parce que j'étais toujours en train de remettre en cause, parce que j'étais toujours en train de réfléchir. On me disait, Guillaume, tu te prends trop la tête. Aujourd'hui, le fait que je me prenne la tête est un avantage concurrentiel. J'ai presque envie de dire non. En tout cas, c'est une valeur ajoutée dans le métier dans lequel je suis. Parce que je me prends pas la tête en réalité. Je réfléchis à des choses et à des domaines qui ne parlent pas à tout le monde. Mais tous ceux à qui ça parle, ils sont super contents que je leur en parle. Bah d'ailleurs, tu avais un client qui te remerciait parce que quand tu te mets dans la posture de coach enseignant, finalement, le client, il repart non seulement avec la séance qu'il a fait avec toi, avec les déclics et les prises de conscience, mais aussi avec un apport théorique sur les neurosciences, le cerveau droit, le cerveau gauche, le neuroatypique, l'énéagramme, peu importe. Et tu lui as aussi appris certaines choses. Et d'une manière générale, j'ai remarqué aussi que mes clients adorent que de repartir avec tiens, j'ai compris quelque chose ou j'ai appris quelque chose. Et c'est alors sympa. toi, il y a un truc justement dans tes accompagnements avec tes clients que je trouve génial, c'est qu'on danse. Ah non, alors c'est qu'on danse, oui. Alors elle fait danser ses clients. En fait, elle fait des choses tout à fait improbables. C'est-à-dire que ses clients, elle leur fait faire des via ferrata, elle les emmène en forêt, prendre des petits cailloux, peindre des trucs. Enfin, moi, je trouve ça génial parce qu'elle a un type d'accompagnement très spontané, très intuitif. Elle imagine des façons d'accompagner les gens, mais tu as une façon, on pourrait dire, très analytique avec justement tous ces outils de connaissance de soi, Enneagramme, MBTI,
et d'autres aspects. Par exemple, dans la PNL, tu aimes beaucoup le stratège, c'est-à-dire comment définir les stratégies d'excellence pour les personnes. Ouais. Et ça, ça te permet en fait d'avoir proposer à la personne de se voir, de se connaître sous un angle différent. Est-ce que tu veux en parler un peu? Ouais, en fait, je voulais revenir sur le stratège parce que c'est un mot qui fait un peu peur. Alors, le stratège, finalement, c'est quelque chose par lequel je passe tout le temps avec les clients. C'est de se dire, tiens, comment, avec le même véhicule qu'est mon corps, j'ai pu arriver de temps en temps au sommet d'un col, tout comme dans un mur. C'est quand même intéressant de se dire que on arrive parfois à effectuer des merveilles ou alors vraiment à s'auto-saboter. Et l'idée, c'est de prendre des échecs et des succès et de comparer quels étaient les points communs en termes d'attitude, de comportement, de ressenti, d'émotion et d'analyser un peu ce qui s'est passé. Après, de là, on en ressort en fait les importants, donc les importants qui peuvent être aussi corrélés aux valeurs. Et on va en décliner des indicateurs, ce qui va vous permettre de voir, tiens, en fait, si je prends mon cas, quand je suis cynique, que je râle, que je suis très critique, etc., c'est que mes importants sont pas respectés. Ça permet de se reposer les questions. Ok, je revalide mes importants. Ok, celui-là, il a pas été validé. C'est pour ça que je suis pas dans le bon projet. Et finalement, c'est une façon de se connaître et d'analyser. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de pouvoir analyser ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir préparer les projets futurs. Et j'adore cet outil parce que finalement, il est hyper complémentaire avec les valeurs. Avec comment il s'appelle cet exercice, faire émerger le système de valeurs, c'est quoi? Oui, mettre en lumière, clarifier, activer le système de valeurs, le système des motivations. En fait, l'idée, c'est vraiment de se sentir soi, véritablement soi, sentir toutes les potentiels qu'on peut avoir. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les outils d'hypnose qui permettent d'aller accéder à des ressources inconscientes et à des choses de soi qu'on connaît même pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu te connais pas, en fait, tu te connais pas suffisamment pour sortir des carcans dans lesquels petit à petit la vie t'a amené, les conditionnements dans lesquels tu t'es progressivement mis, et du coup tu t'enfermes dans quelque chose qui te convient pas. Un peu comme si tu étais un chamallow dans un paquet de bonbons acidulés et que d'une certaine façon tu sens que ça pique un peu, que c'est un peu acide là où tu te trouves, et que quand quelqu'un mange de bonbons acidulés, il trouve ça génial, et quand il tombe sur les chamallows, d'un coup il fait mais c'est pas bon, ça va pas. Bah oui, parce que t'es pas dans ton paquet de chamallows, avec tes chamallows, en train de t'éclater en tant que chamallow. Je sais pas si mon exemple est bon, mais c'est celui qui m'a traversé l'esprit, d'accord? Et il était nul. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ton propre cadre. Qui t'a inventé ton cadre? Moi, j'ai inventé mon cadre de travail. C'est-à-dire que quand j'ai fait les formations PNL, formations d'hypnose, formations de coach, on disait oui, il y a les psychothérapeutes qui fonctionnent comme ça, les coachs fonctionnent comme ça, les gens qui font de l'enseignement fonctionnent comme ça. Et moi, j'ai dit, mais moi, je veux tout faire. Moi, je veux fonctionner ça. J'ai envie d'accompagner les gens sur des aspects thérapeutiques. J'ai envie d'accompagner les gens sur des aspects de développement génératif, c'est-à-dire de coaching génératif, de créer sa vie, etc. J'ai envie d'enseigner des choses. Et en fait, j'ai complètement créé mon cadre parce que j'étais indépendant, j'ai envie de dire interdépendant. Et aujourd'hui, c'est ça l'idée, c'est de sortir des systèmes pyramidaux où on te dit c'est comme ça qu'il faut être dans une hiérarchie, etc. Et de dire je développe qui je suis et je m'entoure en interdépendance de personnes, de professionnels, de partenaires qui vont avoir on va dire des options complémentaires ou des particularités qui vont faire qu'on va pouvoir se compléter. Et par exemple, avec Cécile Flora, elle a des compétences ou des qualités où elle aime faire des choses en accompagnement autour de l'analyse de la personnalité, de l'énéagramme, où elle pousse beaucoup les choses. Elle est donc devenue très spécialisée dans ce domaine. Moi, j'aime aussi ce domaine, je le connais, mais ce qui m'intéresse, c'est des aspects qui sont plus autour de la réalisation de soi et de la façon dont on va pouvoir faire émerger à l'intérieur de soi sa mission, sa vocation, se lancer dans quelque chose de nouveau et vraiment sentir que ça vient de l'intérieur. Et en fait, tout ça, c'est très complémentaire. Donc, on peut être des professionnels, on peut même parfois être sur des terrains, j'ai presque envie de dire, où on pourrait imaginer qu'il y a de la compétition, mais il n'y en a pas. Parce qu'on a une nature, une personnalité, il y a quelque chose de différent, et donc chacun va trouver soit chez Cécile Flora, soit chez moi, quelque chose qui peut lui convenir. Il y a un détail hyper important que tu as oublié de dire, c'est que finalement, c'est grâce à la PNL, si un jour tu t'es autorisé à te dire, tiens, finalement j'arrête d'acheter ce qu'on pense de moi, et si on m'a dit toute ma vie que j'étais timide, je m'autorise à penser que je suis autre chose que timide, parce qu'en fait dans ma vie j'ai pas tout le temps été timide, j'ai expérimenté des fois où j'ai été assertif, où j'ai été sûr de moi, etc.
Et en PNL, ce qu'on te dit, c'est t'as une vision du monde qui va influencer tes états internes, qui va influencer tes comportements, qui va influencer tes résultats, et donc qui construit des croyances avec un système de valeurs, etc. Et on t'autorise à penser différemment et à te dire, bah finalement, je jette à la poubelle ce qu'on m'a vendu depuis toute petite, le fameux je suis pas adapté, je suis rebelle, je suis ceci, je suis cela. Oui, mais peut-être que finalement t'es juste un visionnaire, t'es peut-être juste quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui aime prendre des risques, de créatif, etc. Et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir valoriser. Et typiquement, je rebondis sur ce que t'as dit, c'est génial de se dire, et en fait si, alors là on parlait de via ferrata. Alors le nombre de clients qui me disent ah mais non, je vais jamais être capable de faire une via ferrata, alors qu'ils en ont jamais fait. Alors une via ferrata c'est quoi? C'est tu fais de l'escalade mais avec un système assisté, avec des marches, avec des trucs. Mais en gros t'es sur un flanc de montagne à t'accrocher. Voilà. Et finalement, bah c'est juste une question de préparation mentale, c'est juste une question de visualisation, de se préparer dans les états internes, de bien sûr d'être sécurisé bien entendu, mais bien sûr que oui que t'en es capable. C'est juste une question de préparation. Et puis la plupart du temps, en fait, on se fait toute une idée de oui, alors je suis timide, donc je ne suis pas capable de faire ça. Et si t'étais pas timide, ah oui, mais si j'étais pas timide, ça serait différent. Oui, mais en fait, ça se change. Donc il y a pas mal de choses qui sont dans le développement personnel qui sont intéressantes, c'est que finalement tout est possible. Enfin, si tant est que tu le veuilles, mais tout est possible. Bon, en tout cas, on peut transformer beaucoup de choses et surtout, quand je dis transformer, c'est se défaire ou en tout cas revenir à sa vraie nature. Transformer ou développement personnel, pour moi, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir vers soi. Moi, je me sentais timide, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui se disait non, c'est pas possible, tu peux pas être ce timide-là, tu peux pas être cette personne qui manque de confiance, tu peux pas être cette personne qui n'ose pas, tu peux pas rester réservé dans ton coin, dans ta coquille toute ta vie. Il y avait un truc qui cherchait à vouloir émerger, à briller, une puissance, mais auquel j'arrivais pas à croire parce que l'environnement extérieur me renvoyait une image qui était pas valorisante pour moi, qui était pas encourageante. Et effectivement, au travers de tout ce processus d'accompagnement, de PNL, d'hypnose, de coaching que j'ai pu moi-même suivre pour moi, en quelques années, j'ai eu des transformations, j'ai gagné confiance, j'ai été activé des choses, j'aurais jamais cru pouvoir être la personne que je suis devenue ou faire ce que je fais. Donc, je me vois toujours des défauts, j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, je suis pas parfait dans tous les domaines, il y a encore des choses qui peuvent évoluer, et c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on grandit toujours, on peut s'assagir, on peut explorer des pistes, on peut explorer des facettes de soi, un peu comme un diamant à différentes facettes. On peut explorer différentes facettes de soi tout au long de sa vie. Mais le truc qui est vraiment terrible, c'est de rester dans l'idée qu'on n'est pas conforme, qu'on n'est pas correct, voilà, que ce qu'on est, ça va pas le faire, qu'on va pas y arriver, et de souffrir en fait, de souffrir de qui on est. C'est pas possible. Moi je dis, dans qui on est, il y a quelque chose de fabuleux à découvrir. Il y a quelque chose qui peut aider, il y a quelque chose qui peut permettre, qui peut contribuer, qui peut aider d'autres personnes, qui peut, je sais pas, permettre de construire quelque chose pour le monde, peu importe, mais c'est pas possible en fait qu'un être humain existe sur cette planète. Moi je donne une croyance, mais j'ai l'impression que c'est pas possible qu'un être humain puisse exister sur cette planète et être là pour rien, dans l'inutilité totale. Ça n'existe pas dans la nature. Tout a une fonction, tout est intelligent, il y a un écosystème, donc dans cet écosystème, vous êtes là pour quelque chose. Le tout, c'est de trouver quoi, et on peut vous accompagner là-dessus. En tout cas, nous, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qu'on a fait pour nous-mêmes, et c'est ce qu'on s'est missionné à faire pour les personnes. Donc, on va continuer de revenir vous voir, on va vous apporter différents éléments de compréhension, de connaissance. On parlera d'un sujet qui est particulièrement important pour toi, sur lequel t'as eu pas mal d'expériences personnelles et que t'as envie d'aider les gens, c'est le côté de l'intimidation. L'intimidation au travail. Parce que justement, je mets au défi quelqu'un qui se connaît, qui connaît ses valeurs, ses importants, qui il est, et qui a une grande connaissance de soi, d'avoir un burn-out professionnel. Je vous mets au défi. Ok. Parce qu'a priori, quand même, quand tu te connais, et que tu arrêtes, tu sais, d'avoir comme effet miroir quand quelqu'un te dit, bah voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Si tu te connais pas, évidemment, bien sûr, ça va faire écho. Tu vas dire, ah bah oui, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu vas te laisser intimider, tu vas acheter un petit peu ce qu'on te raconte sur toi. Alors que finalement, si tu te connais, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Je dis pas que c'est un bouclier au burn-out, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui va t'éviter de te retrouver dans des situations assez problématiques, type l'intimidation, le harcèlement moral ou de l'épuisement professionnel. Ou alors le fait de pas trouver sa voie, le fait de pas sentir, d'être un peu dans le brouillard, de pas être dans une espèce de clarté, dans une espèce d'évidence, dans une espèce de force de conviction
que vous êtes en train de faire la bonne chose dans votre vie et que vous êtes sur votre voie de réalisation. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est de remettre les gens, de les recaler sur leur voie de réalisation et qui se posent plus la question de est-ce que je suis au bon endroit, plus de questions existentielles. Maintenant, la question après, c'est qu'est-ce que je fais, comment je le fais, comment je m'améliore, comment je deviens encore meilleur dans un domaine, comment je peux encore plus aider les autres. Mais ce côté, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais, je suis paumé et je me laisse, on pourrait dire perturbé, brassé par la vie des gens, la vie des autres, ce que la société me demande d'être. Je trouve que c'est dommage. Donc si toi aussi tu trouves que c'est dommage et si toi aussi tu as envie que ça avance, on est là pour t'accompagner, on est là pour t'aider, on est là. Donc laisse-nous des commentaires. Si jamais tu as des questions que tu te poses, nous ça nous intéresse de savoir par rapport à tout ce qui s'est dit, les questions que tu te poses actuellement, là où tu te trouves, parce que évidemment c'est important de savoir où on est pour savoir après où on veut éventuellement aller pour changer de direction. Et on reviendra vers toi, peut-être en réponse en commentaire, ou si c'est une question un petit peu plus spécifique, on verra pour essayer de rentrer en communication par MP. Ce sera soit Cécile, ce sera peut-être moi, on verra en fonction des questions, soit les deux en même temps. En tout cas, l'idée c'est que on avance ensemble et dans la période actuelle, dans une période où j'ai envie de dire que là tout le monde et la société est en train de changer de paradigme, de changer de mode de fonctionnement, de modèle économique, de modèle social, etc. C'est le moment ou jamais de prendre les devants et de se dire ok, je suis proactif et je cherche la place que j'ai envie d'occuper dans ce monde du futur. Je ne ferai pas partie du burn-out boom. Voilà, je ne ferai pas partie du burn-out boom parce qu'a priori, Cécile est persuadée qu'il va y avoir une vague de burn-out boom. C'est tout à fait possible. Donc nous, on vous invite à éviter ça et à vous aider, à vous accompagner pour le faire. Donc on vous embrasse. T'as envie de rajouter quelque chose ? Ouais, j'ai envie de rajouter quelque chose aussi. J'ai beaucoup parlé du monde de l'entreprise, on a parlé d'entretien annuel, etc. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire qui est super important aussi pour quand on parle de connaissance de soi. C'est le fameux aussi, parce que là il y a pas mal de gens qui se sont posés de questions, il y a eu beaucoup de licenciements avec le Covid. Et donc, fatalement, il y a pas mal de gens qui cherchent du travail. Et est-ce que vous êtes aussi dans ce cas où, quand vous postulez, vous êtes en train d'essayer de transformer votre CV pour coller à l'offre, à machin, un truc, à l'entretien, à l'entreprise, parce que vous pensez que c'est vous qui avez absolument besoin de ce travail, alors finalement, vous pourriez penser l'inverse, que c'est l'entreprise qui a besoin de vous, et donc finalement, à partir du moment où tu te connais, tu vas peut-être te vendre différemment pendant l'entretien d'embauche, et c'est quelque chose aussi qui est hyper important, c'est qu'à partir du moment où tu te connais, tu connais tes valeurs, tu sais ce que t'aimes, etc., tu vas peut-être postuler dans des entreprises déjà qui ont un système de valeurs qui te correspond un peu plus. Tu vas savoir les questions qu'il va falloir poser en entretien d'embauche et tu vas aussi savoir quel type d'équipe tu as envie d'évoluer, quel type de manager te convient, quel type de mission on te parle. Et c'est aussi ça la connaissance de soi, c'est parce que, encore une fois, nous on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous regardent qui font partie du monde de l'entreprise et qui sont salariés, et c'est très bien, il en faut. Et finalement, la connaissance de soi, ça peut aussi être très bénéfique pour la phase d'entretien d'embauche. Pour faire des choix, en fait, pour que tu puisses choisir et ne pas te contenter du premier job qu'on t'accorde en te disant « Waouh, génial, on m'a donné un job, je suis trop content, maintenant je vais me travestir, maintenant je vais me prostituer pour ce job. » Non, 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 c'est surtout pas ça l'idée. Et d'ailleurs, je pense que les recruteurs, je pense que les personnes qui se retrouvent face à quelqu'un qui se connaît, qui est dans sa position, qui est dans son enracinement, dans son alignement, qui rayonne quelque chose, il va tout de suite sentir, il va peut-être privilégier cette personne-là. Et si l'entreprise vous correspond pas, partez pas sur le premier poste, partez pas sur la première proposition sous prétexte qu'effectivement il y a des peurs derrière d'urgence financière ou d'insécurité, parce que du coup, d'une certaine façon, vous vous embarquez dans un truc que vous n'avez pas choisi, ou vous choisissez pas vraiment, un peu comme une relation de couple, hein, quelqu'un qui est célibataire, qui a du mal à vivre seul, qui se sent pas bien, et la première personne qui passe et qui montre de l'intérêt et qui dit ah bah moi je veux bien expérimenter le couple avec toi, alors cette personne elle part avec, alors qu'elle sent que ça sent pas bon, elle sent que il y a peut-être une intuition ou quelque chose qui fait j'ai l'impression qu'avec cette personne ça va pas le faire, mais je m'en contente, j'essaye de m'en satisfaire, j'essaye de m'adapter. Offrez-vous le choix de ce que vous voulez faire vraiment. Nous on a envie de vous inviter à faire ça et on a envie de vous accompagner là-dedans, que vous puissiez choisir ce que vous voulez vraiment faire et pas seulement vous contenter de ce qui vous est proposé, comme disait Cécile en disant ah ouais mais là il y a quand même quelqu'un qui veut de moi, alors s'il y a quelqu'un qui veut de moi, bah je vais dire oui.
c'est pas suffisant. Et puis surtout, là, tu as parlé de la sécurité de l'emploi, la sécurité financière, mais quid de votre santé mentale? Parce que finalement, c'est bien de pouvoir payer ses factures, mais une fois que tu es en burn-out et que tu es en arrêt maladie et que finalement, in fine, tu te fais licencier, finalement, la sécurité financière, tu l'as plus. Et non seulement tu n'as plus de sécurité financière, mais en plus, tu es au fond du trou. Et donc, il faut mettre un coup de pied pour remonter et en plus chercher un travail. Donc finalement, le côté je reste dans mon travail pour la sécurité financière et je néglige ma santé mentale, c'est pas forcément un bon choix. Ou physique. Oui. Ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma santé relationnelle, tout, à tous les niveaux. Vous sentez de toute façon quand ça tire, vous sentez. Ou vous sentez pas, ou vous n'êtes pas en bonne santé. Mais quand vous écoutez pas ce que vous sentez, vous détériorez votre santé. En gros, c'est un petit peu ça, hein, santé physique, énergétique, etc. Oui. Donc, sentez-vous d'abord, sentez-vous vous, mettez-vous en lien avec qui vous êtes, observez vos qualités, mettez en lumière vos dynamiques intérieures et vous allez avoir une clarté, vous allez avoir une évidence, vous allez avoir de l'inspiration sur ce qui est le plus juste pour vous et vous allez voir que la vie en plus va répondre favorablement et qu'elle va mettre sur votre chemin soit une proposition de vous lancer en indépendant, soit une proposition de rentrer dans une équipe de je ne sais quoi, soit de rentrer dans une entreprise et d'avoir un poste qui vous convient. Et la magie de la vie va opérer. Pourquoi? Parce que vous allez savoir qui vous êtes, vous allez vous réaligner, vous allez vous recentrer. Voilà, donc on va vous laisser parce que je pense qu'on a suffisamment, en tout cas, exploré ce sujet pour aujourd'hui. On reviendra avec d'autres propositions, d'autres thèmes. Et si vous avez d'ailleurs des questions, des thèmes ou des sujets que vous préférez, ou que vous avez envie qu'on approfondisse, laissez des commentaires, likez, partagez, de façon à ce qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Et on vous dit à très bientôt. En tout cas, je te dis à toi, tu peux changer, tu peux évoluer et tu peux choisir de mettre en avant, de mettre en valeur ta différence. Donc, ose le faire, aie l'audace de faire ça et tu vas voir que ta vie va se transformer. Ouais, bien expérimenter la joie d'être soi. Exactement. On vous embrasse. On t'embrasse. Ciao.